Et salut, salut, on se retrouve pour faire une troisième partie d'une tentative de compréhension de l'échiquier politique québécois. Une tentative de compréhension matérialiste et dialectique un peu. Puis on va faire quelques compléments. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que d'une première chose, nous sommes en crise du néolibéralisme. Le capital a de la misère à se refinancer. Nous entrons en récession. Depuis 2009, les investisseurs n'ont plus envie d'investir leurs capitaux. Qu'est-ce qui arrive? On, la manière capitaliste de gérer la crise, c'est en gros, ben, tant que c'est pas favorable, on n'investit pas. Les plus petits investisseurs deviennent des travailleurs, puis perdent leur capital et ils sont mangés par les gros. Donc, on crée des monopoles. Puis, la production diminue, donc les richesses diminuent, donc il faut partager. Donc, on a, pour défendre ce projet-là de gestion de la pénurie, de richesses, de ressources, quoi, de biens à consommer et services, euh, la bourgeoisie, en France comme ici, et dans plusieurs pays, nous propose une alternance politique. Une espèce de double proposition dans le discours qui de proposition en deux parties qui lui permettrait de totaliser d'une certaine manière l'échiquier politique, de totaliser l'attention médiatique, mais de défendre un projet semblable. Ce projet-là, c'est les libérales protectionnistes, à savoir défendre les intérêts de la bourgeoisie nationale en premier, faire travailler les travailleurs le moins cher possible, en relocaliser la production, mais il faut faire travailler moins, parce que ça devient plus rentable de faire travailler à l'extérieur. On a vu que ici, on a le PQ. Quel parti on a? Le PQ. On a vu que on va approfondir un peu ce que défend le PQ. Parce que faut pas penser que c'est une thèse complotiste où on invente c'est pas ça le matérialisme dialectique. C'est pas ces gens-là font ça en toute conscience, puis il y en a peut-être, mais c'est pas ce qu'on pense, ce que j'imagine la majorité. Par exemple, le PQ est sûrement probablement authentique dans son idée de social-démocratie, euh, euh, à laquelle elle ajoute l'identité nationale, une coprésence de ces deux projets-là pour eux. Je pense pas qu'ils sont malhonnêtes, mais c'est d'une part sa base sociale, qui est bourgeoise et petite bourgeoise depuis le début de son existence, donc petite bourgeoise et petits propriétaires, puis grande bourgeoise, par exemple, on sait que PKP aime bien le PQ, bon, en tout cas. Toute une partie des bourgeoisie aime bien le PQ depuis son existence. Pendant les années 70, ils ont bien aimé leur gestion, 70-80, leur gestion euh, de la croissance, hein, qui faisait faisait taire les mouvements sociaux ouvriers notamment, les rendait d'une certaine manière inopérants en les amenant dans l'Assemblée, en les calmant. Puis voilà, donc il y a toute une partie de la bourgeoisie qui aime bien cette gestion-là. Alors c'est plus possible, on n'est plus en période de croissance, on s'en va vers une récession. Donc c'est sa base matérielle, le parti, puis ses œillères idéologiques vont l'amener nécessairement à euh, euh, d'autres aboutissants que ce qui se pense. Par exemple, peut-être accueillir plus d'émigrés qui pensaient, parce que c'est du travail pas cher. Par exemple, ne pas gouverner en social-démocrate, à savoir ne pas soutenir les services publics, sa démocratie, c'est aussi élargir un peu les services publics. Non, ça va être probablement couper les services publics, l'austérité, bon. Parce qu'ils vont se retrouver devant une crise à gérer, puis ils vont pas faire payer les capitalistes. Ils l'ont jamais fait, ça n'a jamais été dans le programme, aucun des programmes, ni dans les plateformes du PQ, puis ça n'a jamais été dans leur gouvernance, ils n'ont jamais fait ça, taxer davantage le capital, augmenter les impôts, ils n'ont jamais fait ça. Donc dans l'alternance, c'est comme on a dit, c'est la pénurie de richesse qui est centrale, c'est qui est commune aux deux côtés de l'alternance. Il y a pas pour tout le monde, il y en aura soit pour les Québécois de souche, puis les blancs,
euh, la race blanche, sociale, hein, au sens social, pas biologique. Euh, donc, on crée une division entre les travailleurs immigrés. Bon, on dit dans le discours qu'on veut pas, en tout cas accueillir moins d'immigrés. Donc ça, c'est la partie un peu que le PQ prend davantage, disons, c'est dominant chez eux. Euh, Alors que de l'autre côté, on a les méritants, en fait. Le discours de la méritocratie, à savoir c'est les plus travaillants qui vont payer, qui vont pouvoir manger, en gros, puis survivre. Puis ça, c'est davantage que la CAQ et le PCQ peuvent défendre. Mais on voit qu'il y a dans le projet libéral protectionniste, dans cette proposition politique-là, se retrouvent le PCQ, la CAQ, puis le PQ, semblablement. Les trois font un peu des deux. On voit que tout dernièrement, Éric Duhem a commencé à avoir un discours sur les immigrants qui, en gros, étaient il faut qu'ils méritent. Fait qu'il, il y a des immigrants qui méritent puis d'autres qui ne méritent pas. Voilà, il adjoint les deux. Il joint les deux, le libéral protectionniste dans cette vision-là, clairement. Donc, qu'est-ce que ça ferait? Ça fait un gouvernement libéral protectionniste au pouvoir? Ben, ça va s'attaquer aux acquis des travailleurs, essentiellement. Puis nos acquis, ben, ici, c'est les services publics, en grande partie l'éducation, la santé. Euh, donc, ce que fait la CAQ depuis le début, puis ce que continueraient de faire les autres partis, qu'on pourrait résumer sous la nomenclature de partis capitalistes par leur base sociale, par la manière qu'ils ont eu de gouverner historiquement, par leurs programmes et plateformes. Bon. Ce qu'ils vont faire, c'est réduire la capacité de ces services publics-là à faire leur travail décemment. Un, parce que ça les prépare au privé. Ça ouvre des marchés au privé, ça déplace des travailleurs là-bas, ça fait accepter aux travailleurs des moindres conditions de travail au privé. Et deuxièmement, parce que ça coûte moins cher en fait. Il faut diminuer la taille de l'État, ça réduit les... Puis aussi réduire leur accès. Parce que un travailleur pour les autres travailleurs qui ne travaillent pas dans les services publics, ça veut quand même dire des services publics qui sont moins accessibles. Donc à ce moment-là, les gens vont aller les chercher au privé, en éducation, au privé, en santé. Qu'est-ce que ça veut dire aller chercher au privé ça? Ben, ça veut dire de l'argent, beaucoup plus d'argent pour les gens moyens. Et puis pour ça, il faut travailler beaucoup plus. Puis quand tu as moins d'argent, mais tu as moins de temps pour militer, t'impliquer dans ton syndicat, dans plein de choses comme ça. Ça isole les gens, ça leur fait croire que la collectivisation, disons la mise en commun un peu par les services publics d'une partie de leur salaire les aiderait, plus que le marché privé. Ça les détourne de ça. Hein. Ça leur fait haïr l'État. C'est ça le but en tout cas. C'est obligé d'accepter. C'est le but, mais ça marche pas nécessairement parce que vu que récemment il y a eu des sondages qui montraient que les Québécois étaient très frileux à ce qu'il y ait du privé en santé. Bon, les autres parties là-dedans. Le PLQ, peut-être, on va voir ça peut-être une autre fois, mais on sait que c'est un parti bourgeois en général, qui défend un vague antiracisme, fait qu'il pourrait rapidement embarquer dans un discours du méritant chez l'immigrant. En fait, ils ont un discours du méritant, de la méritocratie, mais ils peuvent l'appliquer à l'immigration. C'est sûr qu'ils vont pas se lancer autant dans une guerre, en tout cas médiatique, contre les immigrants. Ça, c'est clair. C'est fort raisonnable de voir ça. QS, par contre. Ça aussi, ça se discute une autre fois, mais on peut déjà dire, sans trop approfondir, que être trop rassembleur, QS ne veut pas de conflit, puis n'accepte pas le conflit qui est là, en fait. Un conflit de classe. Hein. Surtout un conflit de classe qui a vocation à s'accélérer et se durcir pendant les prochaines années en pleine crise du capitalisme et du néolibéralisme, qui est un de ses stades. Donc si QS se droitise ou se centrise en tout cas, comme il le fait encore, comme il le fait déjà, ou s'il reste même où il est en ce moment, il va apparaître nécessairement et avec raison inintéressant pour les travailleurs, parce qu'il va être seulement une copie morale de la droite à défendre un antiracisme de surface, hein. Parce que je m'attaque pas à l'impérialisme, je m'attaque pas aux bourgeois puis leurs médias qui crachent sur les immigrants. Ah ben c'est de l'antiracisme
abstrait, c'est pas vraiment de l'antiracisme. Je m'implique pas pour mettre fin au racisme. Le racisme au sens structurel, au sens de race sociale. De rapport, le race est un rapport social. Il n'y a jamais eu de race biologique à part dans la théorie, ça n'a jamais existé. Donc évidemment, on est en gros là, pourquoi je dis qu'ils refusent le conflit, puis ça paraît inintéressant, c'est qu'ils vont être moralistes d'une part, puis ça c'est chiant, les gens n'aiment pas ça, c'est emmerdant, moi non plus j'aime pas ça. Deuxièmement, il y a un conflit, les gens vont le voir, ils vont le vivre dans leur peau le conflit. Ils le vivent au quotidien, mais là ils le vivaient déjà, mais là ça va s'accélérer, ils vont le sentir davantage, ils vont sentir qu'il y a un malaise dans la société, ils vont sentir qu'il y a besoin d'un changement profond. Qui va leur proposer ça? Ben, davantage la droite dans le discours, en tout cas. Puis même dans le projet. Le projet réel. Alors que ça serait bien d'accepter ce conflit-là, de l'assumer, se présenter pour la classe des travailleurs et travailleuses, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'est en train de faire QS. Il y a une possibilité de QS qui fait pas ça, mais on verra. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut défendre les services publics contre les réformes de la CAQ puis contre la privatisation. Il faut défendre l'accès au logement, les syndicats, leur travail, la grève. Voilà. Nous, le camp progressiste. Attention, par contre, parce que c'est vrai que la situation en France et au Québec, c'est pas exactement la même. Par exemple, ça aussi, ça pourrait faire avec le sujet d'une autre vidéo, mais pour ce qui est de la pénurie de main-d'œuvre, par exemple, supposément. Parce qu'on a une même faillite du néolibéralisme au Québec puis en France, ça c'est clair. Donc une désindustrialisation qui date depuis longtemps. Mais si on dit qu'il y a un manque de main-d'œuvre, alors qu'en France, plutôt, on s'approche du plein emploi. On a beaucoup de chômage, bon, tout ça. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il y a ce discours-là de manque de main-d'œuvre? Pourquoi ça inquiète, en fait, nos représentants politiques de QS au PCQ, Parti conservateur du Québec? Mais c'est parce que un emploi sous le capitalisme, ça doit être rentable. On ne fait pas travailler pour faire travailler comme ça dans l'absolu parce qu'on aime ça puis on veut rendre des gens, on veut nourrir des gens. C'est pas ça. Le capitaliste, il veut faire travailler dans certaines conditions. Il a besoin du travailleur, mais il faut pas qu'il ait besoin de trop le payer. Il faut pas qu'il ait besoin de donner des conditions de travail trop bonnes. Donc pourquoi, s'il manque de travailleurs, par exemple, on voudrait créer des emplois? D'une part, donc pourquoi on voudrait investir dans l'économie? En fait, ils ne veulent pas investir dans l'économie, ils veulent juste que les gens qui travaillent acceptent des conditions de travail de merde. Donc ils veulent des gens capables d'accepter des conditions de travail de merde. Comme on fait ça, on s'attaque au service public, donc les gens sont obligés de travailler et d'accepter des conditions de travail de merde. La réalité, c'est qu'il est rendu improfitable pour eux de faire travailler, moins profitable que précédemment. Il y a une difficulté du capital à réinvestir dans la production. Voilà. Ce qui est quand même la base du capitalisme, à savoir, c'est le capital qui doit investir, diriger ce qui va se produire. Quand le capital est plus capable de faire ça, ça s'appelle une crise du capitalisme lui-même. Un mot sur les contradictions internes à la CAQ, parce que oui, c'est un parti de grands bourgeois, que ce soit dans ses cadres, de grands capitalistes, dans ses cadres, dans ses ministres, dans ses ministres les plus puissants, que ce soit son premier ministre, tout ça, ce sont des grands capitalistes, donc ils ont besoin d'employés qui vont défendre les intérêts de leur classe, de la moyenne bourgeoisie, et donc ça veut dire faire payer moins, faire travailler pour moins cher. Mais en même temps, il y a un discours contre l'immigration, ou très douteux de l'immigration. Or, l'immigration ferait une main-d'œuvre pas chère. On le sait que ils travaillent pour bien moins cher. Il y a des statistiques là-dessus. Mais pour autant, il n'y a pas de réel travail de réduction de l'immigration, parce que depuis le début de leur mandat,
même augmenté un peu le nombre d'immigrants, si je me souviens bien. Il n'y a pas de réel travail d'amélioration non plus de la francisation et de l'intégration. Donc en somme, ce discours-là, il veut juste diviser les travailleurs artificiellement. Il y a peu, selon le des races, euh, mais comment dire, euh, leur contradiction se voit là, leur, euh, leur intérêt bourgeois prime, leur intérêt capitaliste prime. Le PQ, pour lui, ben, c'est l'affect identitaire en surpuissance. Hein. Savoir que eux, ils défendent davantage, encore moins les migrants, tout ça. Bon. Euh, c'est pas clair qu'une fois au pouvoir, nécessairement, ils baisseraient le nombre d'immigrants parce que s'ils ont besoin de cette main-d'œuvre-là. Mais s'ils le font, s'ils baissent les immigrants, en tous les cas, on va payer. Nous, notre classe, on va payer. On va devoir accepter des conditions de travail de merde. Là, il y aura une pénurie encore plus grande, puis il va falloir travailler pour les immigrants qui auraient voulu travailler. Mais dont le PQ voudrait pas. En deux côtés, on a un qui, dont la dominante idéologique, en tout cas dans le discours, est libérale, la CAQ, et le PCQ, disons, on en a deux. Puis, d'un autre côté, on a un autre qui est le PQ, où la dominance est davantage le protectionnisme. Mais les deux pratiquent, en somme, le libéral protectionnisme. Les deux ont un peu de libéral, un peu de protectionnisme au moins. C'est un même projet, en somme, à savoir gérer la pénurie en faisant payer la classe des travailleurs. En les faisant travailler pour rien. Pour moins. En somme, on a une crise du néolibéralisme. Le Parti conservateur du Québec et la CAQ, c'est une radicalisation de la bourgeoisie en réaction à nos intérêts économiques nécessaires. Mais on a une gauche molle, voilà, qui répond pas aux aspirations des travailleurs. Et on a une gauche qui même nourrit le discours, par exemple, nationaliste, donc protectionniste. Parce que c'est ça le nationalisme des capitalistes. Hein. Le nationalisme des capitalistes, c'est défendre la bourgeoisie nationale, les intérêts de la bourgeoisie nationale, ses frontières, pour échanger avec l'extérieur le moins cher possible. Hein? Bon. Et donc, en amenant le discours de la souveraineté maintenant, et non dans d'autres moments de l'histoire où on était, par exemple, davantage asservi par on n'avait pas de bourgeoisie nationale, bon, c'est un autre moment. Notre histoire, on n'est plus dans la même situation, par exemple, que la Palestine, là. Vraiment rien à voir, là. Puis, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, par exemple, l'Alberta, la Saskatchewan, tout ça, toutes les provinces canadiennes soient moins sous l'emprise de l'impérialisme étranger que nous. Hein. Puis, donc, c'est la preuve, le discours identitaire en Alberta aussi est né. Pourtant, il n'y a pas historiquement de colonisation particulière de l'Alberta, à part pour les peuples autochtones, non. Mais de colonisation comme des Albertains. Donc, voilà, le discours nationaliste de la bourgeoisie, il existe un peu partout au Canada. Et puis, ben, QS nourrit ça, parce qu'il amène la souveraineté à ce moment-là, au lieu de tenter une alliance avec les autres provinces, une alliance des classes travailleuses, au lieu de défendre l'internationalisme, au lieu de défendre l'intérêt de la classe des travailleurs, à ne pas nourrir cette division-là, ils nourrissent cette partie-là de l'alternance. Puis ils nourrissent aussi l'autre partie, à savoir la méritocratie, le discours méritocratique, parce que par exemple, je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant les grèves du Front commun, on a eu des discours de Gabriel Nadeau-Dubois qui étaient un peu... puis même pas juste lui, hein, Manon Massé, tout ça. Il y avait vraiment une tendance à... C'était olé olé, hein, à dire, en gros, ces gens-là, ils travaillent pour nous, genre, ils travaillent beaucoup, ils méritent un plus haut salaire, ils méritent des conditions de travail meilleures. Alors que la vérité, là, c'est que si on est vraiment progressiste, on considère que, tout le monde ne travaille pas à la même force, n'a pas la même capacité à travailler, puis que c'est la personne a une valeur en tant qu'elle produit de la valeur en général dans sa vie, que ce soit au travail ou à la maison,
à la maison, à l'extérieur du travail, en général, on produit de la valeur, okay, de plein de manières différentes. C'est juste que le capital ne le reconnaît pas. Si on est progressiste aujourd'hui, on sait qu'il y a de la valeur qui est produite par même les gens qu'on considère fainéants et que c'est seulement que le mode de production capitaliste ne les considère pas, ne les font pas ne fait pas fructifier cette production-là. Et au contraire, elle bénéficie à la communauté d'une manière ou d'une autre. Il ne s'agit que de la reconnaître en donnant le moyen aux gens de combler leurs besoins primaires, ce qui leur permet de travailler dans un cercle vertueux. Si vous êtes toujours dans marde, vous savez pas si vous allez vivre demain, difficile de faire des choses qui sont véritablement utiles pour la société. On est à son meilleur quand on n'a pas besoin de compter ses jours, puis quand on peut s'exercer en toute liberté, voilà. Quand on n'a pas besoin de se plier au chantage à l'emploi, aux conditions de travail dans l'entreprise capitaliste. On a une gauche vraiment inefficiente, par exemple, on a un marchand, on sort de la gauche. Déjà, QS, entre centre-gauche et gauche, là, on sort. On est dans du centre-gauche, centre-droit. Les marchands, par exemple, qui voulaient défendre une loi spéciale, comme le PCQ, pour attaquer, puis la CAQ, pour empêcher les travailleurs du RTC au printemps passé, si je me souviens où était, en tout cas, aux travailleurs du RTC de continuer la grève ou de faire grève. Une loi spéciale de retour au travail qui est extrêmement autoritaire. On a Valérie Plante à Montréal qui a un discours antiraciste moral, hein, qui ne va pas rien faire pour finalement s'attaquer à la cause du racisme qui est l'impérialisme, l'État capitaliste, la police, la justice, bon, tout ça. On a une Valérie Plante aussi qui attaque les travailleurs qui possèdent une auto. Bon, tout ça. On a une gauche qui devient en somme inintéressante pour les travailleurs, parce qu'elle est économiquement elle se rapproche de plus en plus de la droite. On sent pas que si elle était au pouvoir, elle ne ferait pas la même politique libérale protectionniste, c'est pas clair. Qu'en somme, elle ne gérerait pas la pénurie un peu comme les autres partis capitalistes. Puis en même temps, elle nourrit dans l'alternance, dans le discours, elle défend pas plus, par exemple, les personnes racisées, noirs, arabes, tout ça. Elle défend pas les minorités sexuelles bien, les minorités de genre non plus. Pas fortement. Vraiment, tout ce qui est de l'affaire de l'identité de genre, on n'a vraiment pas eu de sortie. On n'a pas eu de sortie où on montrait l'intérêt capitaliste derrière l'attaque contre les transgenres puis les transsexuels et tout ça. Parce que justement, il faut voir l'intérêt capitaliste derrière ça. Hein? C'est diviser une classe qui, justement, avait vécu un moment d'unité assez singulier avec les grèves du Front commun. Hein? C'est pas pour rien que c'est arrivé, ça s'est succédé. Donc, on veut mettre les travailleurs en compétition. On apparaît comme une gauche. Au final, on apparaît comme inintéressant parce qu'on s'approche de plus en plus de la droite. Puis les travailleurs n'ont pas confiance en ce que, une fois au pouvoir, ils vont faire vraiment mieux que la droite. Fait qu'ils préfèrent l'option réactionnaire qui, au moins, est un changement au statu quo. Et je voulais vous montrer justement, pour finir, ce que serait le désastre, tout le désastre d'un Québec solidaire centriste. D'un Québec solidaire ou d'un NPD centriste. Pour pas le désastre, mais la crainte qu'on peut avoir si ces partis-là ne renforcent pas leur appartenance de classe et la défense de la classe de notre classe opprimée. S'ils ne renforcent pas leur ancrage social, s'ils ne le font pas, puis ils sont élus. Premièrement, on sait qu'ils ne seront probablement pas élus s'ils ne renforcent pas leur ancrage, comme j'ai fait depuis le début, mais s'ils le faisaient, ils s'en vont au pouvoir, le danger que ça peut avoir là. Et c'est là pourquoi. C'est pas une fatalité, mais c'est une conséquence qu'il faut entrevoir, puis c'est pourquoi, par exemple, il faut défendre la radicalité à QS.
Parce que avoir un QS au pouvoir qui défend le programme de la CAQ, ça n'a pas d'intérêt. Nous, ce qu'on veut, c'est oui prendre le pouvoir, mais prendre le pouvoir d'une certaine... et pouvoir en faire quelque chose, en fait. Pouvoir changer profondément la société et puis les rapports sociaux. Donc voilà. Donc ça, c'est... on a un économiste, là, qui travaille dans une chaire de recherche en France, qu'on dit... puis qui est un économiste, une grande chaire de recherche assez connue, CNRS, quelque chose comme ça. Puis, qui est un économiste qu'on dit hétérodoxe, voilà. Toujours est-il que il va nous parler de ce qui se passerait si la France insoumise, qui est un peu... qui à une certaine époque aurait pu être comparée à QS, mais aujourd'hui est quand même plus à gauche pas mal que QS. En tout cas, dans leurs deux plateformes, disons, des dernières élections, respectivement. Donc déjà, imaginez la peur qu'on va avoir avec QS ici. Si ce qu'il va dire là vous fait peur, attendez pour QS. Je dis pas qu'il faut pas voter pour QS. Je dis il faut militer pour que QS prenne un tournant radicalement progressiste dans les prochaines années. Parce que c'est notre seul véhicule, parce que justement, et c'est là la différence, nous, on a un parti en QS qui est un parti démocratique. Il y a une démocratie interne, il faut l'utiliser pour faire évoluer les idées dedans. On a un programme qui, à la base, pas les plateformes là, qui sortent à chaque élection. Le programme à la base de création du parti, puis qui est resté le même, auquel s'est ajouté certaines choses, mais il n'y a pas grand-chose qui a été enlevé. Il y a des nationalisations de grandes banques, des nationalisations de matières premières, d'entreprises minières, qui nous donneraient tout un pouvoir face à la réaction du capital, puis à leur riposte violente, qui historiquement sont violentes. Donc, ce que je veux faire, c'est montrer un pays qui est beaucoup plus fort économiquement, qui a plus de capitalisme, donc ça peut être positif et négatif dépendamment de ce qu'on en fait. Alors qu'ici, le capital est moins fort, mais on peut... il est moins fort, mais on est moins de travailleurs aussi, mais on a un parti qui est démocratique. Donc il y a quelque chose à faire, mais le danger d'avoir un QS qui se centrise, voilà, je vais vous le montrer. Il faut militer pour QS, mais pas pour un QS qui, comme il est là ou comme il s'en va être, pour l'instant. Voilà. Donc là, il dit qu'il va faire une expérience de pensée où le LFI, ou la France insoumise et Mélenchon seraient élus. Moi, je me suis livré dans cet ouvrage à une sorte d'expérience de pensée qui imagine l'arrivée d'un gouvernement de gauche. Alors, bon, tournons pas autour du pot. On imagine, voilà, il y a un gouvernement, la France insoumise, et il y a un président Mélenchon. Et il se retrouve au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Alors, je suis désolé, je ne suis pas porteur de bonnes nouvelles. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement est torché en 2 semaines. Et encore, estimation large, c'est le haut de la fourchette, optimiste. Pour une raison extrêmement simple, c'est que les forces les plus colossales du capital et du capitalisme se déchaîneraient contre lui, à commencer par les forces du capitalisme financier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois d'avril 2017, lorsque l'hypothèse, le carré de tête se resserrait et qu'une hypothèse, Mélenchon au 2e tour, a commencé à prendre consistance, on a vu aussitôt l'inquiétude gagner les marchés financiers et les spreads de taux avec l'Allemagne s'ouvrir. Bon. Alors, c'est une crainte qui a reflué, etc., etc. Mais il faut imaginer une configuration dans laquelle, voilà, Mélenchon, Le Pen au 2e tour, bon, globalement, oui, Marine Le Pen va passer. Mais alors là, ça serait une furie. Si vous voulez, les marchés financiers fixeraient les taux d'intérêt à un niveau qui mettrait la politique économique de Mélenchon échec et mat. Voilà, il augmenterait les taux d'intérêt. Le marché financier sont capables de faire ça. En gros, les taux d'intérêt augmenteraient et en somme, l'État ne pourrait plus emprunter, faire de ses projets, aurait de la misère à investir en gros dans l'économie. Avant même qu'il ait posé une fesse dans son fauteuil. Donc, si vous voulez, c'est tout à fait considérable. Le taux d'intérêt vous sabote instantanément tous vos efforts de politique économique. Ce serait une tempête spéculative dont on ne peut même pas imaginer la force. Ah, il faut se rappeler de ce qui avait eu lieu. Et là, on s'imagine, nous, nos taux d'intérêt augmentent des fois 10%. On est comme, oh là, ça va pas. Mais il faut se mettre dans la configuration. Par exemple, en Grèce, ça avait été dans les 100%, 200%. Ça monte, là. Les taux d'intérêt deviennent rendre impossible d'investir. L'État est KO, quoi. Parce qu'il ne possède pas ses banques. C'est là où défendre, de prendre possession, de se réapproprier collectivement
pilier de l'économie comme ça, pilier de la finance, justement, qui pourrait nous mettre KO, là, on a le pouvoir, puis on a des chances de vraiment libérer les En opinions. 1983, par exemple, est multiplié par 500. Parce qu'entre-temps, vous savez, la déréglementation des marchés de capitaux a fait du chemin. Les masses ont été centuplées. Donc c'est des effets d'une puissance terrible. Et je ne parle que de ça, mais il faudrait parler d'autres choses qui sont évoquées par certaines des personnes qui m'interrogent, à savoir le sabotage de l'investissement par le capital industriel, les médias absolument déchaînés, glapissant comme des putois, tout à longueur de journée que la France est en faillite. Pour ne rien dire des menées de l'État profond. Enfin, vraiment, ça serait une hostilité quasiment insurmontable qui aurait pour effet de reconduire ce gouvernement de gauche à un point de bifurcation radical qui n'est pas Voilà. autre chose que celui par lequel est passé Alexis Tsipras en 2015. Donc Tsipras, chef, si je me souviens bien, en tout cas du parti de gauche qui avait été élu en Grèce, puis en gros, ils ont fini par faire l'austérité euh, devant les attaques du capital. Voilà, alors, ce qu'il dit, c'est que ça nous amène à un point de bifurcation où en gros, on a le choix, devant des taux d'intérêt qui augmentent, on a le choix soit d'attaquer le capital, de se l'approprier, d'exproprier ceux qui nous oppriment, puis de gérer démocratiquement ces outils-là, réellement démocratiquement, et en mettant sous contrôle démocratique des travailleurs, comme ça a été fait dans l'histoire plein de fois, puis à certains moments au Québec, notamment en 72, pendant le premier Front commun, ou l'austérité. Et ça, c'est la CAQ, en gros. C'est géré comme la CAQ, semblablement. Mais alors, dans des proportions et des intensités démultipliées, Voilà dans quoi point de on se bifurcation, retrouverait QS. d'où il n'y a que deux issues et deux seulement, à savoir s'affaler ou bien passer à autre chose. Mais qu'est-ce que c'est que cette autre chose? Bon, c'est là que c'est compliqué, n'est-ce pas? Cette autre chose, c'est il faut dire les choses clairement, cette autre chose, c'est la guerre à outrance telle qu'elle aurait été ouverte par les forces du capital, par les forces de ce qu'il faut bien appeler, d'un mot ancien, la réaction, je veux dire, si vous voulez, c'est la forme historique de la contemporaine de la réaction, c'est ça, qui lâcherait absolument tout, de sorte que cette expérience serait reconduite à... Là, on peut se dire, non, mais il exagère, là, genre, on est civilisé aujourd'hui, on fait plus ça. C'est des expériences qui arrivent encore des années 70, puis cette violence-là, ça se manifeste de plein de manières. C'est par exemple faire détruire les moyens de production dans les usines, dans les milieux de travail quelconques, les rendre inutilisables. Et à ce moment-là, tous les moyens qu'on avait avant, on les a plus. On a des gens qui se ramassent au chômage. Donc, c'est c'est rendre inefficace inutile, sans valeur la monnaie. Il y a plein de manières qui sont très violentes au final. Ça, puis à certains moments de l'histoire, oui, puis même au Québec, ça s'est terminé par la répression policière, tout ça. Ça peut être très violent, en effet, puis on n'est pas à l'abri de ça. Une alternative de vie ou de mort, ni plus ni moins. Et alors là, ça précipite en effet dans des enchaînements historiques qui sont tout à fait... on sort de toute la normalité politique et institutionnelle, celle dont nous avons l'habitude. Donc on ne contemple pas ce genre de perspective sans un certain tremblement, n'est-ce pas? Voilà. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, ce que je crois profondément, c'est que ce sont toujours les dominants dans l'histoire qui fixent le niveau de la violence. Voilà. Donc voilà. Voilà ce devant quoi va se retrouver QS. Moi, je dis au souverain, est-ce que vous faites confiance au QS actuel pour nationaliser les banques? Voilà la question fondamentale. Puis je demande aux souverainistes, de quel côté êtes-vous? Aux souverainistes de gauche, là. Vous êtes pour qui? Vous êtes pour notre classe ou non? Alors défendez-la, nommez-la, faites-nous savoir, montrez. Montrez-vous de notre côté, on va vous suivre. Allez-y. Qui êtes-vous? Vous êtes pour le capital ou non? Parce que là, c'est pas trop drôle.